l'idée qu'avaient les Occidentaux en arrivant en Afrique et de voir le théâtre qu'ils constataient, c'était de voir le bon et enfin, il faisait un mauvais diagnostic, à savoir sur le bon et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur étant l'autochtone qui braconnait le gibier pour sa subsistance, le bon chasseur étant celui qui chassait par esprit sportif, par virilité, au fusil pour trouver les faux. Or, dans les faits, et c'est le fond de mon propos, c'est que la colonisation est un désastre pour la faune sauvage africaine. 65 000 éléphants sont tués par an pour alimenter le commerce d'ivoire chaque année à la fin du 19e siècle. C'est le cas aussi pour tout un tas de trophées dus à la chasse. Troisièmement, l'aménagement des chemins de fer amène au déplacement de convois de centaines d'ouvriers en Afrique qui vont chasser de la viande de brousse pour pouvoir s'alimenter. Et par exemple, on a ces expéditions sont un désastre pour la faune sauvage puisqu'on a énormément d'attaques qui sont réalisées pour le compte de ces infrastructures. Et dans le même temps, on a aussi les naturalistes qui s'émeuvent de cette razzia qui est faite sur la faune africaine, mais qui pour autant vont aussi l'alimenter pour alimenter les collections des musées européens. C'est de là d'où viennent les nombreux animaux empaillés qu'on peut retrouver dans les muséums d'histoire naturelle. Donc on a ainsi trois raisons de voir justement la faune africaine s'éroder sous les yeux des Européens. Or, cette érosion, elle est palpable. Les colonisateurs se rendent bien compte qu'au début du XXe siècle, la faune sauvage africaine a diminué et n'avait plus les grands effectifs qu'elle pouvait avoir au tout début de l'arrivée des premiers Européens. Ils voient ce désastre écologique se passer devant eux et pourtant, dans les rapports de l'époque, ils accusent directement les populations africaines de dévaster ces grands troupeaux. Et pourquoi ont-ils cette réflexion? Par racisme, oui, certes, mais c'est surtout que les perceptions de l'époque ne peuvent pas leur permettre de comprendre qu'ils sont les responsables de ce désastre. Puisque l'idée que l'Afrique est un paradis menacé et de voir ce paradis de plus en plus menacé par l'action des Africains, cela colle à l'image qu'ils ont et du coup, ils ne vont pas pouvoir se remettre cela en cause. Et c'est pourquoi ils vont procéder à la mise en parc de l'Afrique. Cette inquiétude qu'ils vont avoir au niveau de la faune sauvage amène à des prises de décision. Et lorsque des populations de gibier s'effondrent, les premiers à s'inquiéter de cette raréfaction, eh bien, ce sont ceux qui les chassent, ce sont les chasseurs. À partir de 1892, on voit la création des premières réserves de chasse dans les colonies allemandes et britanniques, et la faune africaine a maintenant pour protecteur ceux qui les tuent. En 1900, a lieu la conférence de Londres qui a pour thème la sauvegarde des espèces de l'Afrique. Il faut noter que cette conférence a lieu à la fin du mois d'avril, donc dans la saison de chasse. Après cette conférence, on voit se créer des clubs de chasseurs parfois extrêmement élitistes, comme par exemple le Shikar Club, qui rassemble les chasseurs qui ont chassé sur les 3 continents, en Afrique, en Asie et en Europe. Et la presse de l'époque s'amuse de ce retournement de situation et nomme ces clubs-là les bouchers repentis. Mais ce sont bien ces bouchers repentis qui vont amener à la création des premiers parcs africains. Donc, c'est notamment en 1925 la création du parc du Virunga dans le Congo belge. En 1926 est créé le parc du Transvaal en Afrique du Sud, et un an plus tard, c'est le parc du Kruger, plus au nord, qui est créé. À partir des années 20, on voit se créer tout un nombre important de parcs nationaux en Afrique.
cette création des parcs, elle est alimentée par des directives qui viennent des colonisateurs, qui demandent à ce que, afin que la nature soit préservée et que la chasse soit régulée, que se créent des réserves de chasse qui sont bientôt transformées en parcs nationaux. Durant la création de ces parcs nationaux, alors la création de ces parcs nationaux continue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ensuite elle va être de nouveau amplifiée en 1947 lors de la conférence de Nairobi au Kenya, qui demande à ce que à tous les États ayant des colonies de créer plusieurs parcs par an. Lorsque ces parcs sont créés, il est évalué systématiquement à chaque fois la densité maximale d'occupation du parc par les habitants. C'est-à-dire qu'il faut que dans un parc, on a le droit d'habiter quand on est une population locale africaine dans un parc naturel, mais on ne peut pas exploiter plus de 10% du territoire du parc. Et après la Seconde Guerre mondiale, on voit arriver les premiers safaris en Afrique, et qui deviennent un business extrêmement lucratif. Et c'est notamment de cette façon que le Royaume-Uni va rembourser sa dette de guerre aux États-Unis. Les safaris qui sont mis en place dans les colonies britanniques vont permettre de rembourser directement la dette de guerre que le Royaume-Uni a contractée auprès des États-Unis durant toute la décennie des années 50. Donc la création des parcs se multiplie, et à mesure qu'arrive la fin des années 50, on voit le temps de la colonisation laisse sa place à la décolonisation. Alors, les années 1950 coïncident aussi avec la création de nouvelles organisations internationales dédiées à la protection de la nature. En 1956, c'est la création de l'Union internationale de la conservation de la nature, l'UICN. En 1950, c'est la Fauna Preservation Society. Et c'est également durant ces mêmes années que voit se créer le WWF. Ce qu'il est intéressant de constater avec ces organisations non gouvernementales, c'est que sur leurs sites respectifs, elles annoncent toutes avoir été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, mais qu'à moitié. Parce que toutes ces organisations descendent d'organismes qui ont été créés durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire durant la période de la colonisation, et ont toutes été plus ou moins créées par ce qu'on a appelé du coup les bouchers repentis, des chasseurs qui voulaient préserver les gibiers. Donc il y avait déjà l'idée de chasse avant de protéger la nature. On constate tout de suite un lien en fait entre ces organisations désireuses de conservationnisme, conserver la nature, et les administrations coloniales. En fait, c'est plus qu'un lien. On assiste au moment de la décolonisation à une vaste reconversion des fonctionnaires des différents empires français, britanniques, belges, qui vont être réemployés dans ces ONG de protection de la nature. Alors c'est bien, me direz-vous, la reconversion économique fonctionne. Cependant, ces fonctionnaires vont arriver avec les idées de leur temps, les idées de la colonisation, les idées de la protection de la nature pendant la colonisation. On peut citer un certain nombre d'acteurs, Leslie Brown, qui deviendra le premier directeur du parc du Simien, qui est né en Inde et qui était en 1946 directeur adjoint de l'agriculture du Kenya, alors colonie britannique, et qui devient conseiller en agronomie du Kenya après l'indépendance. Mais donc, on change de temps, mais on reste toujours avec les mêmes personnes. Edgar Forrington, qui est un zoologue et conseiller scientifique de la couronne britannique en Ouganda, et qui devient ensuite directeur de la Nature Conservancy à Londres, une ONG qui évoluera en Afrique. Lloyd Swift, un forestier américain qui travaillera déjà dans le Congo belge avant de devenir forestier. Ian Greenwood, formé à l'Imperial College de Londres et qui s'installe en Rhodésie, colonie britannique, en 1946 et qui va y rester après la décolonisation. Or, la décolonisation a un effet pervers sur ces personnes. Car si, dans l'entre-deux-guerres, ceux-ci se bornaient à écrire des rapports
des rapports concernant l'état de la faune africaine, avec la décolonisation en fait, et le départ des administrations locales, ils n'ont plus du coup cette tâche de gérer les populations. Ils peuvent donc donner libre cours à leurs idéaux et du même coup ne pas tenir compte du sort des populations locales. Mais toujours est-il que les États africains ont besoin d'eux, parce qu'en 1960, ils n'ont ni les moyens ni les compétences pour protéger correctement la nature. Donc il faut à tout prix garder les politiques de conservation, et pour y parvenir, les États africains vont demander l'aide des experts qui ne vont du coup pas s'embarrasser du sort des populations locales. Ils ne vont pas s'en embarrasser parce qu'ils font preuve de ce qu'on appelle l'angoisse coloniale, l'angoisse des colons juste après la décolonisation, le fait de voir, une fois qu'on a donné l'indépendance à l'œuvre que eux estiment avoir construite, que les pays africains qui n'ont pas les mêmes normes qu'en Occident détruisent tout ce qu'ils ont créé. Et dans le cas de la nature, de la conservation de la nature, se mettent à chasser tous les animaux et que la faune dépérisse. Dans le même temps, ces nouvelles descriptions intéressent les États africains. Ils ont bien vu la rentabilité que pouvaient avoir les safaris, donc ils vont continuer à créer, à faire que les parcs nationaux continuent. Il y a une phrase du président tanzanien de l'époque, M. Nyerere, qui est assez équivoque et qui résume bien un peu l'ambiguïté des États. Je ne passerai pas mes vacances à regarder les crocodiles, mais si les Occidentaux sont prêts à payer pour ça, alors faisons-le. En fait, ça résume tout à fait la mentalité des États africains qui mesurent à quel point les parcs nationaux peuvent être un outil de rente économique intéressant. Et c'est ainsi que se mettent en place les cartes d'un jeu qui s'annoncent dévastateurs pour les populations locales. Alors, du coup, il y a les ONG et les États africains travaillent main dans la main sur ce sujet, pas forcément main dans la main. Ils travaillent ensemble contre les populations locales, mais c'est davantage un jeu de dupes qui se joue avec d'un côté les ONG qui souhaitent mettre en place des programmes très stricts de protection de la nature et les États africains qui sont en quête de légitimité sur la scène internationale. Et alors, on pourrait penser que ce contexte géopolitique est le fait de l'époque de la décolonisation. Les administrations coloniales sont restées, mais peut-être que dans les années 80-90, cela va pouvoir changer. Eh bien, malheureusement, non. Parce que malgré les années 1980 et l'arrivée des grands rapports internationaux parlant du développement durable, parlant de la nécessité de respecter le mode de vie des populations locales, malgré tous ces grands textes, rien ne va changer dans les années 80. On pouvait expliquer l'état d'esprit des administrateurs coloniaux devenus directeurs d'ONG dans les années 60 par le milieu dans lequel ils avaient évolué. Mais comment expliquer ce non-changement dans les politiques dans les années 1980 alors que vraisemblablement le fait d'expulser les populations locales ne contribue pas à la préservation, forcément à la préservation de la nature. Ce qu'on constate en fait à cette époque, dans les années 80, c'est que malgré les vœux pieux des organisations internationales, l'Afrique, le continent africain, reste en proie avec une réalité violente qui ne peut pas s'accommoder de ce que souhaitent les ONG. En effet, à cette époque, la protection de la nature est toujours systématiquement utilisée par des gouvernements autoritaires pour faire régner la loi. En Afrique du Sud, par exemple, la protection de la nature justifie l'apartheid. Effectivement, on voit bien que les populations locales zoulous sont une menace pour les populations de faune sauvage, et ben parquons-les dans des endroits. En Tanzanie, qui est un régime socialiste à l'époque, les parcs naturels justifient une réforme foncière extrêmement violente visant à accroître la centralisation de l'État tanzanien. Dans le Kivu, la plupart des parcs nationaux se situent dans l'est du pays,
des territoires qui sont souvent sujets à des rébellions. C'est un moyen pour Kinshasa de mater ces rébellions. Et en Éthiopie, qui est un État multiethnique avec différents peuples qui coexistent, les parcs nationaux sont un moyen justement de mater aussi ces rébellions. Autre chose qui peut expliquer le fait que le développement durable n'arrive pas à trouver des solutions sur la protection de la nature en Afrique, c'est qu'il y a une incompatibilité des grands textes internationaux avec la transition écologique, tout simplement. En 1987 est écrit le rapport Brundtland qui définit le principe du développement durable, mais qui est un principe qui souhaite en fait faire perdurer le plus longtemps possible l'industrialisation le modèle productiviste des États occidentaux et qui n'est donc pas prêt à prendre des mesures fortes pour remettre en cause ces questions-là. En 1992, la Convention de Rio, qui parle pour la première fois de biodiversité, de diversité biologique, et qui aborde le sujet de la conservation communautaire dans les parcs africains, ne reste qu'un vœu pieux. Et de plus, on peut citer des pratiques qui sont mises en place dans le cadre de programmes internationaux qui peuvent avoir des effets délétères sur la biodiversité. En Éthiopie, par exemple, le DERG, donc le régime socialiste, met en place un programme avec l'UNESCO pour faire planter 300 000 hectares de forêt et construire 500 000 km de terrasses agricoles. C'est un programme qui est cofinancé par l'ONU, mais qui est un échec. Pourquoi? Parce que la production en terrasse, en fait, va diminuer la production agricole des paysans, et tandis que les forêts plantées vont déplacer les troupeaux de bétail dans des zones de fond de vallée qui vont être très concentrées, ce qui va amener à une situation de surpâturage et du coup d'épuisement des sols. Mécontents, les agropasteurs vont se mettre à détruire la forêt et les éco-gardes vont devoir les mater. On a là un exemple tout à fait concret de pourquoi le développement durable a du mal à marcher en Afrique. C'est parce que par manque de précision locale, en fait, on ne se rend pas compte des dégâts que ces programmes peuvent occasionner. Un deuxième point sur lequel on a un peu parlé en introduction, c'est le fait que les inventaires scientifiques qui ont justifié les politiques coloniales, donc à savoir d'expulser les habitants des parcs nationaux, sont en fait justifiés par des inventaires fantoches, des inventaires qui sont toutefois repris par de nombreux rapports internationaux qui font donc autorité et qui ne vont à aucun moment être remis en question. À ce sujet, on peut prendre l'exemple du rapport de Leslie Brown, donc le premier directeur du parc du Cygnel, qui, lorsqu'il arrive en Éthiopie, a des paroles extrêmement dures vis-à-vis des populations locales, qui sont pour lui le plus grand danger pour les espaces endémiques, à savoir le Walia ibex. Or, quand on se penche dans les rapports internationaux qui sont faits à cette époque, on se rend compte que la réalité du braconnage, en fait, elle est expliquée, elle est justifiée par des témoignages de braconniers qui sont pris sur le fait, de rumeurs qu'on a pu entendre, de comptages de bouquetins dont on ne connaît pas forcément les pertes. Et en fait, il s'avère que les inventaires scientifiques sur lesquels s'appuient tous les rapports internationaux ne reposent pas sur des chiffres stables, ne reposent pas sur des données issues du terrain. Et il s'avère que c'est un phénomène que l'on retrouve énormément en Afrique, que du fait de l'idéologie, notamment de part des colons européens, de ne pas remettre en cause leur impact sur la faune sauvage et de tout charger sur le dos des Africains, on va se tromper et on va commettre des erreurs. Donc, en plus d'avoir une réalité extrêmement violente, les politiques environnementales dans les parcs nationaux vont se baser sur des inventaires que l'on peut qualifier de fantoches. On peut reprendre ainsi l'exemple du mythe des forêts primaires africaines. L'idée qu'il y aurait un tas de forêts datant de milliers d'années en Afrique, alors qu'en fait, ce sont des forêts qui sont régulièrement brûlées par des agropasteurs avant de repousser, et ce qui justifie aussi l'ouverture des milieux. Et ça, en fait, on ne l'a pas perçu à la fin du XIXe siècle et on ne le comprend toujours pas dans les années 50. Alors, quand on voit un paysan éthiopien brûler, se mettre à faire du brûlis
et voir on voit simplement une destruction d'un milieu naturel, alors qu'il s'agit en fait d'une pratique ancestrale et qu'il est prévu que la forêt repousse après. Alors cette question de cette faute sur les inventaires fantoches nous amène à notre dernière partie et à nous interroger sur l'expulsion des habitants. En fait, quelles conséquences ça va avoir sur la biodiversité? Alors, premièrement, on peut parler de la légitimité, de la recherche plutôt de légitimité de l'État éthiopien. À partir des années 1970, l'Éthiopie va connaître une guerre civile extrêmement meurtrière. Le régime de Mengistu est accusé d'avoir tué entre 1 et 2 millions d'Éthiopiens, et les récentes actualités nous montrent que la région n'est toujours pas stabilisée. Cela a impacté d'une certaine manière le parc du Simien, puisque au cours des années 70, les rébellions de l'Érythrée et du Tigré se sont réfugiés dans le parc, dans les hautes montagnes, pour pouvoir essayer de s'en sortir et éviter et essayer de combattre le pouvoir central. Or, c'est au même moment que le régime a mené une répression extrêmement féroce à l'encontre des populations du parc, répression féroce qui a considérablement marqué qui ont considérablement marqué les habitants. Donc là, encore une fois, on a encore un exemple sur le fait que le territoire d'un parc national peut être le sujet de luttes politiques extrêmement fortes. Luttes politiques sur lesquelles sont venues se rajouter les prescriptions des organisations internationales avec plusieurs expulsions et la dernière en date de 2016 qui a été voulue par l'UNESCO. En fait, cette action de l'État dans le parc, elle nous amène à nous interroger sur son exercice d'équilibriste. Un parc naturel en Afrique, pour un État, c'est un moyen de reconnaissance d'une légitimité internationale. On va pas pouvoir avoir le nom de son pays inscrit sur une liste qui est établie par des organisations internationales et du même coup recevoir des subsides pour pouvoir développer le pays aux alentours. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les organisations, les ONG, faire tout et n'importe quoi sur le territoire du parc. On a, et Guillaume Blanc le décrit très bien dans le livre, un jeu d'équilibriste qui se met en place et qui est mis en place par tous les régimes, que ce soit la monarchie de droit divin de Négus, le régime socialiste et ensuite la démocratie, de rapports, de relations extrêmement ambigus avec les ONG. À un moment, on va les autoriser à réaliser ces expulsions qu'ils demandent tant et à se faire des suivis sur des espèces endémiques. Et de l'autre, on va leur interdire ou on va leur imposer la présence d'un garde issu de l'administration éthiopienne qui va les suivre systématiquement. Donc, les États, et ce n'est pas uniquement le cas que de l'Éthiopie, ont compris qu'il fallait jongler entre cette volonté de souveraineté et ce besoin de reconnaissance internationale qui leur était légitime. Et qui va leur permettre d'asseoir cette légitimité, comme par exemple cette situation de cause à effet en 2016 et 2017, avec premièrement l'expulsion des 2500 agropasteurs du parc, et ensuite la mise en place de l'Éthiopie comme membre à part entière de l'UNESCO, avec le parc du Simien comme faisant partie du patrimoine naturel mondial. Donc, on voit à chaque fois cette difficulté. On voit bien ici qu'on parle peu d'environnement. On est là pour faire des inventaires, mais pas que. Il y a aussi une volonté de pouvoir, de mainmise sur le territoire et sur le parc. Et le parc du Simien va être l'objet pendant les 50 ans de son existence d'une lutte en fait entre ONG pour réussir à faire placer leur programme et l'administration éthiopienne qui veut de ces programmes, mais qui veut aussi que soit appliqué le tampon État éthiopien derrière. Donc, alors vous avez, là ici, c'est l'empereur Haïlé Sélassié, à gauche, à droite, Meles Zenawi, le président éthiopien, et au centre, le dictateur Haïlé Mariam Mengistu, qui
bien qu'ayant des idéologies radicalement différentes, vont systématiquement appliquer les mêmes politiques à l'encontre du parc du Cygnel. Alors ensuite, posons la question de ce débat sur les bienfaits de la biodiversité. Par exemple, le parc du Cygnel avait été créé dans le but de protéger une espèce de bouquetin endémique en Éthiopie. Or, il s'avère que malgré la présence des habitants du parc et d'un petit braconnage qui pouvait continuer, les populations de bouquetins se portent bien au sein du parc. Elles ont même augmenté et connu un gros boom démographique à partir des années 90, avant l'expulsion des 2500 agropasteurs. L'exemple de ce bouquetin, il montre bien que en fait, la mise sous cloche des parcs nationaux, elle ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on interdit, le braconnage auprès des populations locales qu'une espèce va forcément bien se porter. D'autre part, cette criminalisation des populations locales, elle ne prend pas en compte les grands réseaux de braconniers internationaux qui, eux, ont un effet très délétère sur la faune et qui continuent à agir. Or, le fait de criminaliser cela montre que le mythe du mauvais chasseur africain et du bon chasseur occidental n'est peut-être pas forcément oublié. On voit bien que là, il y a une inégalité de fait qui n'est pas forcément justifiée. D'autre part, sur la mise en valeur du patrimoine naturel, on note des incohérences, cette fois-ci de la part de l'UNESCO, entre le parc des Cévennes et le parc du Cygnin. Nous l'avons vu, un programme avait été lancé dans les années 80 pour permettre l'établissement de terrasses agricoles. L'Éthiopie étant une région extrêmement vallonnée et montagneuse, l'agriculture fonctionne en terrasse. Or, il n'est nullement fait mention des terrasses éthiopiennes sur le site de l'UNESCO, alors que le même type d'agriculture est observable dans les Cévennes. Et cette inégalité, elle nous amène à nous questionner en fait sur la différence de traitement entre un parc naturel africain où va être mise en valeur la nature et l'action de l'homme va être mise de côté, alors qu'en France, on va davantage mettre en valeur l'action des locaux, des paysans qui vont mettre cela en place. Et enfin, la protection des espaces naturels doit-elle être différenciée de la transition écologique? En fait, on se rend compte que les parcs nationaux africains sont créés pour répondre au business du safari et en même temps permettre aussi une protection des espèces. Ça a fonctionné. On voit bien que les populations de bouquetins et d'autres espèces endémiques sont préservées dans ces parcs et ne sont pas en danger d'extinction dans ces parcs. En revanche, on se rend compte que pour faire venir des touristes occidentaux qui vont apporter un revenu assez conséquent au guide du parc et à l'économie locale, le calcul écologique est absolument catastrophique pour faire venir des touristes américains dans le parc du Cygnen. Donc il y a aussi une incohérence que Guillaume Blanc interroge dans son ouvrage et qui nous amène à nous poser question. Puisqu'en effet, derrière la couverture écologique, il y a des injustices sociales extrêmement fortes et qui doivent nous poser question. Alors en conclusion, je vous propose plusieurs pistes de réflexion sur la protection des espaces naturels. Faut-il choisir entre la protection de la nature et la transition écologique? Bien sûr, c'est délibérément provoquant, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut questionner. D'autre part, le principe de coévolution pourrait être mis en avant. La coévolution, c'est le fait que l'homme et l'animal cohabitent sur un même territoire, comme cela peut être le cas dans les parcs nationaux en France. En même temps, la protection des espaces naturels actuels s'interroge sur ce type d'organisation, puisque d'un côté, on peut voir que dans les parcs nationaux français ou dans les parcs naturels régionaux, on a vraiment cette cohabitation qui est mise en avant entre les activités humaines et la faune sauvage.
En revanche, on peut voir plusieurs initiatives locales, comme par exemple l'ASPAS, les réserves naturelles de l'ASPAS, qui rachètent des terrains pour y interdire l'agriculture et la chasse et permettre du coup le développement de la faune sauvage. Ils l'ont déjà fait en Bretagne et autour du Vercors notamment. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Et enfin, la dernière question. Euh, la dernière question, est-ce que comment réagit-on en tant que bénévole dans une association de protection de l'environnement sur cette, enfin, quand on lit un ouvrage comme ça qui n'est pas très qui n'est pas très gentil vis-à-vis de l'action des d'autres ONG. Je terminerai sur un seul point, sur un dernier point. L'UNESCO a adressé une réponse au livre de Guillaume Blanc, qui est accessible sur le lien ci-dessous, et le WWF a publié un rapport piloté par une commission indépendante sur les droits humains en matière de conservation et les exactions qui ont été menées par des éco-gardes financés par le WWF. 19h10 et ça reprend. Bon. Voilà, j'en termine maintenant. Si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Merci à tous pour votre attention. Oui, merci Étienne. J'ai posé dans le chat une première question là, à propos du nombre de personnes déplacées. Là, moi, j'avais entendu ça effectivement dans une émission de radio. Le nombre de personnes déplacées en Afrique estimé entre 1 et 14 millions. Je me disais, qu'est-ce qui peut expliquer une telle incertitude, quoi? Ça paraît quand même un peu bizarre de ne pas pouvoir être plus précis que ça, quoi. Alors, ce chiffre, il se base sur un récit une étude qui a été faite en 2006, qui parlait d'un million d'habitants sur la tranche minimale. Le fait est que tous les parcs nationaux africains n'ont pas forcément réalisé d'études pour savoir le nombre de populations à expulser. Donc, il y a de base un problème de données, de récupération des données, qui n'a pas forcément été résolu. On sait que des expulsions ont eu lieu dans de nombreux parcs africains, mais tout simplement, on n'a pas forcément les données du recensement et parfois cela peut poser question. Du coup, on en reste sur une tranche qui est extrêmement large, c'est-à-dire de 1 à 14 millions d'habitants. Oui, Marc? Oui, expulsé, moi, j'ai mis aussi ou déplacé, parce que expulsé, mais expulsé où? Alors, elles ont été expulsées en dehors du parc. Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation, mais sur le Guillaume Blanc en parle dans son ouvrage. Lors de ces expulsions, l'UNESCO crée ce qu'on appelle des programmes de reconversion. C'est-à-dire qu'elle va faire un suivi des personnes expulsées, en tout cas dans le cadre du CIMIEN, pour leur permettre de retrouver un emploi. Globalement, c'est le fait qu'il y ait un parc naturel permet de trouver certaines ressources économiques. Il y a quelques places, notamment de guides dans les parcs nationaux, dans les parcs nationaux, mais ça ne résout pas forcément les questions. Guillaume Blanc rapporte un témoignage lors de son voyage en Éthiopie où il parle d'un homme qui a effectivement été expulsé du parc en 2016, qui n'a retrouvé que des petits boulots qui du coup ne le satisfait pas. Et globalement, les études montrent que suite aux expulsions dans les parcs naturels, les gens ne retrouvent pas leur niveau de vie qu'ils ont dû quitter. Oui, parce que là, j'ai suivi une émission que vous avez peut-être suivie vous-même. C'était Voyage en terre inconnue, et notamment j'ai suivi l'émission qui traitait où il y a un artiste qui a été invité par une communauté Maasai. Et ce que j'en ai retiré de cette émission, c'est que petit à petit, les terres leur sont enlevées au bénéfice donc de réserves.
et que ils sont petit à petit chassés de leur propre terrain et on les élimine de leurs coutumes, de leur manière de vivre. Donc, ces gens-là feraient partie donc des expulsés dont tu parlais à l'instant. Oui, oui, c'est exactement ça. Ça fait partie. C'est dans le million ou les 14 millions de personnes, on intègre toutes les populations qui ont dû quitter ou non quitter leur habitat suite à la création d'un parc national. Je rajouterais que ces expulsions, ce chiffre de 14, il n'y a pas eu 14 millions de personnes qui ont été expulsées directement. Les premières expulsions, elles arrivent à la fin des années 1950 et elles se terminent à la fin, elles continuent encore aujourd'hui puisque là, dans le cas du Xinjiang, ça a eu lieu en 2016. Donc c'est comme, enfin c'est ainsi au niveau de alors je ne trouve plus mes mots de l'expulsion des habitats. Il y a pas, ça se fait vraiment sur le temps, c'est un temps long finalement, et c'est aussi pour ça que ce n'est pas mentionné. On pourrait, alors c'est assez, quand on travaille sur ce sujet, c'est intéressant d'aller sur les sites internet des ONG respectives parce que notamment sur la labellisation du parc du Xinjiang, à aucun moment il n'est fait mention d'une expulsion des habitants. Ce n'est pas quelque chose c'est évidemment caché sous le tapis, ça fait un peu mauvaise presse, mais ce n'est pas mis en avant par les ONG et du reste dans la lettre la tribune qu'il adresse à Guillaume Blanc dans Le Monde, le directeur de l'UNESCO France met tout sous le tapis. Il dit qu'il n'est pas possible d'accuser l'UNESCO de colonialisme vert au vu de ce qui est écrit, parce que justement, il y a ces programmes de réinsertion, mais comme l'a montré Guillaume Blanc dans le livre, il semble que les programmes de réinsertion ne fonctionnent pas vraiment.